Dans cette vidéo, nous allons parler donc de l'architecture des applications web. Donc quelques idées déjà sur l'architecture en général des applications que nous allons créer en J2E. Nous allons donc évoquer les différentes parties de l'application. Nous allons ensuite évoquer les outils de développement que nous allons utiliser. Nous commencerons par ensuite quelques définitions, les servlets, les EJB, et qu'est-ce que c'est qu'une entité. Alors, une application Java EE, en fait, typiquement possède les parties qui sont décrites sur ce schéma. Ce schéma fait appel à la notion de composant UML, donc les différentes parties peuvent être de nature totalement hétérogène. Vous avez évidemment un navigateur qui a, lui, pour responsabilité d'exécuter tout ce qui va être côté client. Donc ça va être bien entendu le HTML, ça va être aussi tout ce qui est JavaScript et autres codes donc exécutés uniquement côté client. L'application JE, en fait, évidemment, elle concerne la partie centrale de notre modèle. La partie centrale, c'est un conteneur web qui typiquement donc va interagir avec le navigateur, ou plutôt que le navigateur va utiliser. Ce conteneur web va exécuter du code à base de servlets. Les servlets sont des applications Java qui ont une logique applicative. Donc en l'occurrence ici, dans mon exemple, j'aurai un premier servlet qui va être le display servlet, un deuxième servlet qui va être le write servlet. Pour ce qui est de l'accès aux données, eh bien nous allons interagir avec des objets qu'on va appeler EJB, Enterprise Java Bean. Ces EJB peuvent être de nature variée. En gros, ils contiennent la logique de l'application et l'accès aux données. Ces EJB vont être exécutés à l'intérieur d'un conteneur de JB. En gros, donc vous avez deux parties, une partie plus web, une partie plus interactive et une partie plus back, plus masquée, qui s'occupe, entre autres choses importantes, bien entendu, c'est de l'accès à la persistance. Donc ce que j'appelle ici le composant de persistance, c'est tout simplement la base de données, ou du moins ce qui fait office de base de données dans votre application. NetBeans 8.1 va être l'outil que je vais utiliser dans la suite de mes exercices. La version donc 8.1 de NetBeans, qui est bien entendu qu'il faudra avoir dans la version J2E, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir créer un projet Java Web. Vous ferez attention car NetBeans est un outil qui est proposé dans le téléchargement du JDK en version standard, éventuellement. Donc il vous faudra bien effectivement JEE, c'est-à-dire la bibliothèque des classes Java plus la bibliothèque des classes Java d'entreprise plus la version standard et donc cet environnement que je vais utiliser par la suite. Bien entendu, tout autre environnement de travail est possible, en particulier donc je pense aux IDE de type Eclipse ou des IDE de type de chez JetBrains, IntelliJ. Le téléchargement que vous allez réaliser va donc être lié à deux composants importants, Glassfish et ou Tomcat. Avec Tomcat, vous êtes devant une implémentation de référence pour la partie web de l'application JE. Tomcat, en gros, est un serveur qui est capable de gérer du HTML. Glassfish, lui, est une implémentation de référence pour le serveur complet JE. Donc, bien entendu, vous pouvez utiliser tout autre outil que ces deux-là, mais quand vous allez télécharger un bundle NetBeans plus Java, vous allez obtenir Glassfish et Tomcat. Vous avez aussi la possibilité et ou automatiquement le téléchargement de Maven. Maven est un environnement de construction en lot dans votre application. Contrairement à un environnement comme NetBeans, qui est une interface de développement et qui vous oblige finalement à être en interaction avec votre développement, Maven est un outil qui va résoudre les dépendances entre les différents composants dont vous avez besoin. Il va télécharger les bibliothèques qui sont nécessaires et il va générer les cibles que vous avez créées. L'équivalent de Maven, ce serait donc un outil de construction en lot. Donc Maven, vous allez très certainement le télécharger
avec NetBeans et votre environnement de travail. Alors pour commencer avec les servlets, eh bien en fait écrire une classe qui est un servlet, c'est tout simplement écrire une classe qui hérite de HTTP Servlet. Alors HTTP Servlet, c'est une classe qui va évidemment contenir un code en gros de service qui vous permet ensuite d'implémenter juste les parties importantes dans votre code. Comme on le voit ici, write servlet hérite de HTTP Servlet. On voit aussi que ce write servlet est annoté, une annotation @webservlet qui vous permet de décrire le nom de votre servlet et le pattern en termes d'URL qui permet d'y accéder. Effectivement, un servlet, c'est une application Java qui va correspondre, que le serveur va mettre en correspondance avec une URL. Je vais donc taper mon petit serveur /writeServlet et automatiquement donc le serveur va venir chercher ma classe writeServlet lorsque eh bien, il lira l'URL finissant par writeServlet. Ensuite, dans cette classe, vous allez implémenter des codes du genre doPost, doGet, doHead, autrement dit des méthodes qui typiquement correspondent aux différentes méthodes d'accès du protocole HTTP. Donc par exemple la méthode doPost qui est vue comme un override, ça c'est quelque chose d'important parce qu'effectivement doPost est pré-implémenté dans HTTP Servlet. Cette méthode doPost va prendre deux paramètres, sans surprise concernant le web. Vous avez un objet de requête qui correspond donc à toutes les entrées en fait de votre requête, et vous avez un objet de réponse qui correspond donc à ce que vous allez générer. Donc quand je vois donc le type de requête, je lis HTTP Servlet Request et vous avez en parallèle le HTTP Servlet Response à alimenter. Vous avez évidemment des levées d'exception possibles qu'il faudra savoir traiter. Ensuite, un exemple de code dans le doPost, ici, c'est la récupération des paramètres. Les paramètres de la requête, donc ici, putMessage serait donc le nom d'un paramètre que je traite apparemment en chaîne de caractères. Alors je le traite en chaîne de caractères parce que je ne peux pas faire autrement, tout simplement. GetParameter va être une méthode qui va me récupérer les paramètres, quelle que soit leur nature, et bien sous forme de string. Ensuite, évidemment, je dois avoir un traitement adapté. Je vois que ce traitement adapté consiste à aller appeler une méthode sur un objet qui est référencé par modèle JB. Dans la mesure où ces références sont assez significatives, et bien effectivement, on peut passer donc au troisième bloc de code. On voit que modèle JB est un objet de type modèle JB qui est donc annoté @EJB. Autrement dit, j'ai laissé là le serveur web faire l'injection entre l'objet de type modèle JB et mon servlet. Et en quelque sorte, vu comment semble être organisé le code, on en conclura, je pense, sans problème, que modèle JB contient la logique de l'application, à savoir que lorsque vous faites une requête avec putMessage et que vous avez un message qui est vide, eh bien on considère que vous voulez supprimer la donnée message. Donc ça c'est typique de cette architecture, une couche donc plutôt en interface par rapport au navigateur qui va être un servlet, ou du moins quelque chose qui dérive des servlets ou qui est implémenté via des servlets, et puis derrière, en arrière, donc des OJB qui vont servir donc à contenir la logique de l'application et les accès aux données. Un OJB, qu'est-ce que c'est qu'un OJB? Eh bien c'est tout simplement un Plain Old Java Object, un POJO. Tout simplement donc une classe Java, sans particularité, si ce n'est qu'on va essayer de faire en sorte qu'il s'occupe de tout ce qui est le traitement logiciel, toute la logique de l'application. Alors on va pouvoir la noter, bien entendu, ce modèle, ces objets-là, ces classes, on va pouvoir les annoter. Ma classe modèle JB, qui est donc une classe tout à fait normale, comme on le voit dans le premier bloc de code, est annotée stateful. Donc ça veut dire que le serveur va garder l'état de l'objet, va le garder donc en mémoire, et ne va pas par exemple le recréer à chaque fois que je le référence. Typiquement, comme attribut de cette classe, j'ai, deuxième bloc de code, une référence qui s'appelle EMF. EMF, ici, c'est un Entity Manager Factory. Donc là, on est devant le point d'entrée vers les données. Tout simplement, annoter @persistence unit.
Donc là, tout simplement, mon modèle EJB se présente comme l'accès, en fait, comme le moyen d'accès aux données de persistance. Ça se voit en particulier lorsqu'on regarde comment est implémenté enregistre message, prenant en paramètre une string. Donc a priori, enregistre message va commencer par supprimer le message et ensuite, je passe sur le détail du code, mais le Entity Manager est récupéré à partir de EMF. Autrement dit, EMF, c'est l'outil qui me permet de trouver quel est le gestionnaire de persistance. Et sur ce gestionnaire de persistance, de type Entity Manager, j'appelle persist. Et donc ça, typiquement, c'est le save, c'est la sauvegarde de mes données. Donc le rôle de cet objet de type EJB, c'est tout simplement d'implémenter la logique d'application et de faire le lien vers les Entity Managers. Et enfin, dernière partie de mon modèle, évidemment le modèle comprend aussi la représentation des données, que l'on appellera pompeusement une entité. Le mot entité est un mot galvaudé qu'on retrouve dans plein de variantes, à plein d'usages, mais typiquement une entité en général, c'est une donnée issue du métier qui a comme destination la base de données. Donc pour qu'une classe soit considérée comme une entité, il faut qu'elle soit annotée @entity, et vous pouvez associer un nom de table, donc ici il s'agit de la table de nommer message, à cette classe. Le message implement serializable, ce qui va lui permettre donc d'être manipulé dans des processus de sérialisation. Une classe entité va être automatiquement finalement mappée sur une table, et là forcément on rentre dans une logique très particulière qui n'est pas la logique de l'objet en général, qui est la logique de la clé primaire, la logique de l'ID. Et donc vous devez dans cette classe avoir un attribut que vous allez annoter, donc @id. Et ici, donc, on va faire en plus la correspondance entre le nom de cet attribut ID et le nom de la colonne ID. Donc cette @colonne est une information qui est à mettre en parallèle avec l'information @table sur la classe. On pourrait partir de la logique qu'une classe égale une table, mais ici, ce qui a été fait, c'est de préciser le nom de la table pour la classe et le nom de la colonne pour l'attribut. Ensuite, dans cette classe, on va avoir ici des requêtes nommées, donc introduit par @nameQueries. Première requête nommée, c'est trouve les messages. Deuxième requête nommée, c'est supprime les messages. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que derrière un nom, eh bien, on va pouvoir masquer, cacher une phrase SQL. Select M from message M, delete from message, etc. Et en gros, ces requêtes nommées donc, sont des requêtes qui vont être utilisées directement ensuite dans l'accès à la base de données, sous la forme de leur SQL, plutôt que d'avoir par exemple une phrase qui traîne dans le SQL plus tard, select M from message M, eh bien nous pourrons utiliser trouve les messages. J'utilise ici NetBeans donc sous Mac. Nous aurons exactement la même version en simultané sous Windows. Vous pouvez donc vous installer directement un NetBeans que vous allez chercher sous NetBeans ou alors que vous allez chercher sur le site de téléchargement du JDK. Donc l'application NetBeans va vous proposer un certain nombre de projets à créer. Donc parmi les projets à créer, vous pouvez imaginer créer une application Java Web ou une application JEE. Quand vous créez une application JEE, tout de suite, il vous crée énormément d'éléments. Alors en l'occurrence, ici, vous créez la partie plus ce qu'il appelle WAR, donc plus la partie web, avec ce qui va être les servlets et les pages web. Et puis la partie EJB, bien là on est plutôt devant la définition des classes EJB. Quand vous êtes sur l'application globale, et bien évidemment vous avez les deux applications là qui sont référencées. Cette application globale ici, on ne va pas y toucher directement, mais mettons que vous souhaitiez créer une page à l'intérieur de l'application WAR, la partie WAR, et bien ici src, Java, je vais venir créer file, new file, et évidemment dans ces applications venir rajouter des fichiers. Alors parmi les fichiers, eh bien je vais avoir des fichiers de type page JSP, je vais avoir des fichiers de type ici JSF, de type servlet. Donc là je me propose de créer une nouvelle servlet dans mon application. Ici donc évidemment il me propose un nom
pour mon servlet. Alors c'est pas un nom très futé. Et puis il me dit qu'il faut placer ici les classes Java dans des packages. Il ne faut pas utiliser default package. Alors je vais créer donc un package par défaut. Donc biz.ei6.formation.jsf par exemple. Donc évidemment il va le mettre dans les sources package. New servlet, c'est peut-être un petit peu exagéré. Par exemple, write servlet me paraît pas mal. Je vais faire next. Ici, il me rajoute, il me propose d'alimenter le web.xml, le fichier web.xml avec les informations. Je vais peut-être m'en passer dans un premier temps. Et comme on le voit ici, il me propose un nom de servlet et une URL qui correspond à ce servlet. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est effectivement changer le mapping entre l'URL et le nom réel du servlet. Il me propose des paramètres d'initialisation, puisqu'effectivement un servlet, étant donné qu'il est référencé par une URL, pourrait être invoqué avec des paramètres. Finished. Et je me retrouve devant une classe qui ressemble à ce que j'avais vu dans mon slide, à savoir une classe qui hérite de HTTP Servlet. La classe HTTP Servlet elle-même vient de Java X Servlet HTTP. Vous avez donc aussi ici la notation qui permet de faire le mapping entre le nom du servlet, le nom de la classe du servlet et l'URL. Et ici une méthode processRequest qui traite un peu tout. Vous avez ici donc les HTTP Servlet Methods pour rajouter donc les différentes méthodes doGet, doPost, comme le montrent les exemples de code qui apparaissent ici. Donc ces méthodes HTTP Servlet correspondent, comme on le voit, get, post, head, aux différentes méthodes du protocole HTTP. Ce que l'on a couvert donc dans cette vidéo, c'est la description des différentes parties de l'application, la description des outils de développement qui vont être utilisés pour la suite. Nous avons montré basiquement ce qu'est un servlet, ce qu'est un EJB, ce qu'est un objet de type entité, et nous allons donc maintenant mettre en œuvre ces différentes parties de l'application, donc d'abord pour la partie web plutôt, puis implémentation de la logique de l'application, puis mise en œuvre donc d'une classe entité.